Voilà, nous allons commencer cette soirée, cette introduction à la conférence. Je voudrais, comme recteur de cette université catholique, vous dire notre joie de vous accueillir pour tous ceux qui viennent, soit qui appartiennent déjà à cette université, soit qui travaillent dans d'autres lieux. Je pense à Lyon 1, donc, mais il y a peut-être d'autres secteurs aussi d'où vous venez. Est-ce que vous pouvez dire comme ça pour qu'on sache un peu plus Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, voilà, INSA, très bien. Bruxelles. Donc là, c'est une université unique. Voilà. Bienvenue. Et puis Vaux-en-Velin. D'autres peut-être écoles éventuellement de Lyon ou institut ou... L'école centrale. L'école centrale, voilà. Pardon. Et oui, CPE, Lyon. La FIT de Villeurbanne. Très bien. Voilà, et c'est très bien que nous soyons comme ça de provenances différentes et d'activités d'enseignement différentes. Avec un thème qui peut surprendre un peu, mais qui doit motiver beaucoup d'entre nous, hein, la motivation à apprendre, mieux comprendre pour mieux agir. Donc nous sommes aussi heureux d'accueillir le professeur Roland Biot. Je lui disais qu'en ce moment ici, nous étions envahis, mais c'était une très bonne invasion par les Québécois. Donc nous avons la chance d'entendre votre expérience aussi, parce qu'on sait qu'au Québec, depuis longtemps, alors ce sera Sherbrooke, l'autre fois c'était Québec lui-même, on sait que vous avez une expérience de recherche en pédagogie qui est forte, développée, et dont on va pouvoir bénéficier et partager avec vous les questions qui sont les nôtres. Donc, conférence, puis ensuite partage, bien entendu. C'est ça qui est bien aussi. Merci de prendre place pour cela. Quelqu'un doit vous présenter bien mieux que moi. Voilà, c'est Franck, à qui je laisse la place, en vous disant que nous avons créé cette année une forme de cellule pédagogique, justement, pour la pédagogie en direction des enseignants dans cette université catholique, sachant que Nick Rivet, qui est vice-rectrice chargée justement de la vie étudiante et de la pédagogie aussi. Donc on sait qu'on a tous des progrès à faire là-dedans, vous allez nous y aider. Et Franck va vous présenter pour qu'on comprenne mieux d'où vous allez nous parler. Merci. Moi je suis très heureux pour plein de raisons, j'en donnerai une ou deux. D'abord parce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Roland la semaine dernière notamment sur une journée sur ce sujet et qu'il y a vraiment des choses à prendre qui seront utilisables, commodes, pratiques, efficaces. Enfin bon, je vous laisse découvrir ça. La deuxième raison, c'est que effectivement, comme le disait Supermanien, on démarre quelque chose ici à la Cato. Qui existe déjà dans d'autres instituts, mais pour nous c'est nouveau. Il s'agit donc de travailler sur la pédagogie universitaire. Voilà, j'en dis pas plus. Pour présenter Roland Biot, on va parler de la science de l'apprentissage. On va parler de qu'est-ce qui fait qu'on apprend, quelles sont les bonnes conditions pour apprendre. On va parler, alors depuis quelques années, plus précisément sur des enseignants et aussi des chercheurs. J'ai vu. Est-ce que tu peux... Celui-ci ? Non, je crois que c'est l'autre. L'idée, c'est que je ne voulais pas rester longtemps ici, au micro, et vous présenter juste deux références. Sachant que Roland m'a dit que la deuxième était moins facile à trouver, mais dans toutes les bonnes bibliothèques, on doit pouvoir mettre la main dessus. Dernier mot. Nous appartenons à l'Université catholique de Lyon, commence à appartenir à un réseau qui s'appelle le réseau PENSERA, Pédagogie de l'enseignement supérieur en Rhône-Alpes. Et c'est grâce à ce réseau que Roland est là, et puisqu'il s'est partagé ces 10 derniers jours entre Grenoble, Chambéry, Saint-Étienne, demain Saint-Étienne, et Lyon, donc ici ce soir. Voilà, je ne veux pas monopoliser plus longtemps la parole. Je vous invite à faire une première ovation à Roland Biot ce soir. Merci.
Merci Franck, merci Monsieur le recteur et Madame la vice-rectrice de me recevoir. C'est toujours agréable de venir en France. Et aussi le réseau Pensera que je connaissais à peine. Et je trouve que c'est une équipe quand même formidable, très dynamique. Alors merci de me recevoir comme ça. Et je vous remercie d'être là ce soir comme ça. C'est une grande salle. Vous allez voir, je ne suis pas très sûr que la grosseur de mon lettrage est bien. Alors, s'il y a des gens qui ne voient pas très bien, je vous invite à vous rapprocher un tout petit peu. Désolé, je ne pensais pas que nous avions une si grande salle. Alors merci d'être là. On m'a dit à peu près 60 minutes, peut-être 75 minutes de présentation. Et par la suite, on va avoir une période de questions à laquelle je tiens beaucoup. Je trouve que c'est peut-être des moments les plus importants des conférences, somme toute. C'est lorsque les gens ont la parole et puis peuvent poser des questions et aussi émettre des commentaires, formuler des commentaires qui nous permet, autant moi, de raffiner peut-être un peu ma pensée ou de préciser des choses, mais aussi vos collègues qui sont là pour qu'ils vous écoutent et qui peuvent ça peut leur donner des bonnes idées. Alors, cette période de questions va venir, ne vous en faites pas, on ne débordera pas. Alors, on compte sur vous pour poser des questions et formuler des commentaires. Alors, on débute. C'est effectivement sur la motivation, vous en doutiez, je pense que vous êtes venus ici pour ça. Nous allons parler de motivation. Nous allons parler de motivation à apprendre dans un contexte de classe. Alors, c'est important parce qu'il y a de mes collègues chercheurs qui travaillent, eux autres, sur la motivation à persévérer à l'université. Alors, c'est bien sûr, il y a des liens très serrés, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, ce que nous allons parler, nous, ce soir, c'est vraiment de la motivation à apprendre en classe. Lorsque l'étudiant est en face de vous et que vous lui demandez de faire des activités pédagogiques. On m'a dit que la plupart d'entre vous étiez des enseignants, des professeurs, des enseignants. Alors, je vais m'adresser à vous. Et le plan de notre conférence est celui-ci. Alors, on va se donner, si vous voulez, 2 objectifs à atteindre. Si on atteint nos objectifs, je pense qu'on aura passé une bonne soirée. La première, c'est de se donner un cadre de référence. La motivation, c'est assez compliqué. Ce n'est pas aussi simple qu'on le pense parfois. Alors, s'il y a des gens, parce que souvent, je donne des conférences et puis les professeurs à qui je m'adresse, on leur demande, mais pourquoi vous êtes là? Et on dit, bon, on est venu chercher une recette, on est venu chercher une façon d'agir. C'est plus compliqué que ça, la motivation. Il n'y a pas de prêt-à-porter. Mais on peut agir. Je pense qu'on peut intervenir sur la motivation. Et si on se donne un cadre de référence, je pense qu'on peut devenir nous-mêmes enseignants, autonomes, et être capable d'agir dans notre classe auprès de nos étudiants. Et c'est pour ça que nous allons commencer en nous donnant un cadre de référence sur la motivation qui est fondé sur la recherche. Alors, c'est toujours été une de mes préoccupations. Ça fait au moins 25-30 ans que je travaille sur la motivation et je me suis toujours préoccupé de vraiment fonder ce que je dis sur la recherche. Avant, c'était beaucoup la recherche anglo-saxonne. Une partie de mes études s'est faite aux États-Unis, en Californie du Sud. Mais de plus en plus, je trouve que dans le milieu francophone, je pense aux Belges, je pense aux Français, je pense aux Suisses, nous avons de la bonne recherche sur la motivation à apprendre. Au Québec, bien sûr, aussi. Alors, vous allez voir, les résultats de recherche que je vais vous présenter viennent, entre autres, de nos amis anglo-saxons, mais aussi beaucoup de nos propres recherches francophones, et c'est tant mieux. Deuxième, alors on ne s'arrêtera pas à se donner seulement qu'un cadre de référence, sachant que je m'adresse principalement à des gens qui enseignent. Je pense qu'il faut aller jusqu'à dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans notre classe? Parce que je pense qu'à l'université, en tout cas si c'est comme au Québec, on commence à avoir des problèmes de motivation. Dans le passé, les problèmes de motivation à apprendre, c'était dans les lycées, dans les collèges, même parfois au primaire, mais moins. Mais c'était principalement au collège, au lycée qu'on les rencontrait, les problèmes de motivation. Depuis peut-être une décennie, on commence à voir dans les facultés, même dans des écoles d'ingénierie, on commence à avoir des étudiants qui sont démotivés. Alors, comment agir? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, professeurs,
pour essayer de favoriser davantage une motivation à apprendre de nos étudiants. Alors, nous allons aborder cet aspect et ce sera la deuxième partie de notre conférence. Alors, pour rendre ça encore un peu plus opérationnel, un peu plus concret, on va se poser 3 questions. Alors, pourquoi intervenir sur la motivation à apprendre des étudiants et quelle est la part des responsabilités, leur responsabilité? On va se poser cette question-là parce que ça m'arrive souvent, moi, de rencontrer des professeurs d'université qui me disent « c'est pas mon problème. On est rendu à l'université, c'est vrai que j'ai des étudiants qui sont démotivés, mais rendu à l'université, moi, mon boulot, c'est de communiquer le plus précisément et le plus clairement possible ma matière. Si mes étudiants sont démotivés, dommage, mais c'est leur problème. » Alors moi, je pense qu'il faut se poser la question, puis il faut voir quels sont les arguments qui m'amènent, moi, à penser que les enseignants ont une part de responsabilité. Je dis bien une part, et vous allez voir tout à l'heure que d'autres acteurs ont aussi un rôle à jouer dans la motivation des étudiants. Après avoir répondu à cette question, on se posera une deuxième question. Sur quoi intervenir? C'est bien beau de dire, d'accord, il faut intervenir, mais sur quoi exactement on peut intervenir, sachant que la motivation, somme toute, ça nous appartient à chacun d'entre nous, et sachant aussi que les étudiants ont leur propre motivation. Alors, moi, professeur, moi, enseignant, comment je peux agir? Quelle est ma porte d'entrée pour agir sur la motivation des étudiants? Alors, ce sera la deuxième question qu'on se posera. Et enfin, le comment. Lorsqu'on sait le sur quoi, maintenant, on aura le comment intervenir. Je vais vous exposer ce que la recherche nous dit. Ce sera peut-être un peu trop court, mais on a quand même seulement qu'1 heure. Mais avec la référence que Franck nous a donnée, je pense que vous aurez la chance, ceux qui sont intéressés, bien sûr, vous aurez la chance d'explorer davantage. Alors voilà, c'est notre plan de match pour ce 60 minutes que nous allons passer ensemble. Et par la suite, nous irons pour les questions. Alors, je démarre. Alors, pourquoi intervenir et quelle est la part de responsabilité des enseignants? Quand je me retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, devant des enseignants qui me disent « c'est bien ce que tu dis, mais non, je ne me sens pas concerné parce que ce n'est pas de ma responsabilité », j'essaie d'évoquer 3 arguments pour les convaincre qu'ils ont une certaine responsabilité. Alors, le premier, c'est de leur dire que la motivation à apprendre est une condition essentielle à l'engagement et à l'apprentissage. C'est une condition essentielle. Vous savez, il y avait la petite citation au tout début, pour apprendre, il faut pouvoir, il faut vouloir et en avoir l'opportunité. L'opportunité, c'est l'enseignant qui va le donner aux étudiants. Mais l'étudiant doit, lui, pouvoir et vouloir. Lorsqu'on parle de pouvoir apprendre, bien, ce sont les capacités intellectuelles des étudiants. Ce sont ces stratégies d'études, ces stratégies d'apprentissage. Ce sont aussi ces attentes, ces objectifs face à ces apprentissages. Alors tout ça, ce sont des caractéristiques qu'on peut facilement regrouper autour du terme « pouvoir apprendre ». Vouloir apprendre, bien voilà, c'est la motivation. Si on n'est pas motivé, on a beau être capable d'apprendre, on a beau être brillant, intelligent, si on ne veut pas apprendre, si on n'a pas la motivation, on n'apprendra pas. Alors c'est pour ça que moi, je suis porté à dire qu'il faut intervenir parce que c'est une condition essentielle à l'apprentissage. Sans motivation, il n'y a pas d'apprentissage. Le deuxième argument me touche de plus en plus. Peut-être c'est à cause de mon âge, mais je trouve que de plus en plus les enseignants, au lycée, au collège, nous c'est les cégeps, mais ça correspond grandement au lycée, je trouve que de plus en plus les enseignants se voient de moins en moins comme des modèles d'apprenants. Dans mon temps, les enseignants vraiment essayaient de nous, non pas seulement de nous dire qu'apprendre c'est agréable, mais
ils nous le démontraient parce qu'on les voyait apprendre, puis on les voyait surtout prendre plaisir à apprendre. Et c'est curieux, je trouve que, mais peut-être c'est moi personnellement, peut-être je me trompe, mais c'est curieux, mais on dirait que de moins en moins, c'est une préoccupation des enseignants. Et je trouve qu'à l'université, souvent aussi, les profs que nous avons devant nous, les enseignants, ce sont des chercheurs. Ils démontrent très, très bien à leurs étudiants qu'ils sont passionnés de recherche. Ils sont des excellents modèles de chercheurs, mais sont-ils des excellents modèles d'apprenants? Sont-ils capables de non pas seulement demander à leurs étudiants d'apprendre, mais sont-ils capables de démontrer eux-mêmes à leurs étudiants qu'ils apprennent, d'une part, puis deuxièmement, qu'ils prennent un très grand plaisir à apprendre? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. Et pourquoi c'est important qu'ils soient des modèles? C'est parce que je ne connais pas votre télévision, mais moi, si je me fie au Québec, la télévision ne montre aucun modèle d'apprenant. Tout ce qu'on voit, c'est des rockstars, c'est des gens riches, c'est des sportifs. Ce sont les modèles que nos jeunes ont devant leurs yeux. Quand est-ce qu'ils ont vraiment quelqu'un qu'ils voient apprendre et surtout d'aimer apprendre? Très, très, très rare. Même chose, leurs parents, ils voient très rarement leurs parents apprendre et prendre plaisir à apprendre. Alors, qui, dans la société, peut être un modèle pour ces gens-là? Les enseignants. Les enseignants au collège, au lycée et aussi à l'université. Alors, c'est pour ça que moi, je trouve que le terme modèle me paraît important. À Grenoble, on a dit, en France, on utilise un autre terme, ce n'est pas tout à fait précis, mais je pense qu'on comprend. Un modèle, pour moi, c'est une personne qui est inspirante. On s'inspire d'un modèle. C'est dans ce sens-là qu'on doit prendre le terme modèle. Et le dernier argument que j'évoque à ces gens-là qui hésitent à se sentir responsables, c'est qu'apprendre à l'université n'est pas toujours intrinsèquement motivant. Il faut le soutien et l'encouragement de l'enseignant. Vous savez, moi, à mon âge, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais moi, quand j'étais à l'université, excusez-moi, on nous apprenait des langages informatiques comme le Fortran, le COBOL. C'était des langages assez costauds. Et il y avait une série de procédures, de symboles. Ce n'était pas toujours très, très rigolo d'apprendre ces langages-là. Par contre, lorsqu'on les maîtrisait, on avait des résultats qui nous emballaient. Mais il y avait des grands moments où vraiment, là, ce n'était pas agréable d'apprendre. Mais nos enseignants disaient, vous allez voir, lorsque vous allez maîtriser ce langage Fortran, vous allez être capable de faire des choses vraiment performantes avec l'ordinateur. Alors moi, je pense qu'effectivement, puis je pense que dans chaque cours, que ce soit des cours de physique, de mathématiques, de littérature, de philosophie, de français, il y a des plages d'horaires, il y a des moments où effectivement, ce n'est pas agréable d'apprendre. Et on a fait pour vous en montrer une illustration, on a fait une immense enquête à l'Université de Sherbrooke où je travaille, le vice-rectorat. Le recteur et les vice-recteurs nous ont demandé de faire une immense enquête auprès de toutes les facultés de l'université. C'était une opération d'envergure. Et ils voulaient savoir quels étaient les profils d'apprentissage et quel était le profil motivationnel des étudiants. Alors, avec d'autres collègues, nous avons monté un questionnaire, nous l'avons validé. C'était une opération d'une année et plus. Et nous avons fait passer à des milliers d'étudiants dans chaque faculté. Et je vous relève seulement qu'un résultat, parce qu'il y en a des centaines de résultats, mais un résultat qui me paraît intéressant dans la faculté d'ingénierie seulement, parce qu'on était capable, avec nos données statistiques, d'y aller par faculté et même par département dans certains cas. Et on avait aussi organisé ça de telle sorte qu'on savait, par rapport aux étudiants qui répondaient, à quelle session il était rendu. Je pense, vous, c'est des semestres. Je pense que ça correspond à peu près au semestre. Et on voulait savoir quel était leur degré de motivation à chaque semestre. Et on a vu tranquillement que nos étudiants, la motivation qu'ils avaient diminuait au fil des semestres passés à l'université.
Et c'était systématique. Dans chaque faculté, il y avait cette diminution qui, au plan statistique, est significative. Alors, ceux qui font les statistiques vont comprendre ce que je veux dire. C'est très significatif. On voit que c'est vraiment une réelle diminution. Ça nous a amené à se dire, nous, les chercheurs, en fait, le problème de la motivation à l'université, ce n'est pas tellement un problème d'augmenter la motivation des étudiants, mais c'est un problème de maintenir la motivation des étudiants. Pourquoi? Parce que tout simplement qu'au début, lorsque nos étudiants entraient à l'université, ils étaient somme toute motivés. Mais tranquillement, au fil du temps, la motivation diminuait. Et c'est là que c'est un argument important, dire à nos enseignants, attention, il se passe quelque chose. Pourquoi nos étudiants qui démarrent, qui débutent, sont motivés et pourquoi de plus en plus ils sont dans vos classes, comment ça se fait que leur motivation diminue? Et ça nous permettait de leur dire, bon, on va réfléchir sur vos pratiques d'enseignement, puis on va voir dans quelle mesure vos pratiques d'enseignement suscitent de la motivation ou suscitent de la démotivation. Alors, je trouve que c'est un résultat intéressant. Et la part, alors, on parle de part de responsabilité. Alors, quand les enseignants me disent, bon, ben, c'est bien, tu m'as un peu convaincu, mais c'est quoi ma part de responsabilité? Et je pense que c'est une question importante à se poser. Et je leur dis, votre responsabilité, vous en tant qu'enseignant, vous qui vous retrouvez dans les classes, votre responsabilité, elle est réelle. On n'a pas à se fermer les yeux, votre responsabilité, elle est réelle. Parce que, et nous allons le voir un petit peu plus loin dans la conférence, il y a des facteurs sur lesquels vous avez beaucoup de pouvoir, vous, profs, vous, enseignants, et qui agissent de façon directe sur la motivation de vos étudiants. Et si ces facteurs sont démotivants, on va s'attendre à avoir une démotivation de vos étudiants. Par contre, si vous organisez ces facteurs-là de telle sorte qu'ils soient plus motivants que démotivants, effectivement, on pourra constater qu'il y aura un plus grand nombre d'étudiants dans votre classe qui seront motivés. Alors, je pense que votre responsabilité, elle est réelle. Mais, et je rajoute, et pour moi c'est important, c'est une responsabilité partagée. Il ne faut pas se le cacher. Les profs, les enseignants ne sont pas les seuls responsables de la motivation des étudiants et de leur démotivation dans certains cas. Il y a d'autres acteurs qui ont un rôle à jouer. Alors, d'abord, les étudiants. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas les déresponsabiliser. Ils ont une part de responsabilité. On les veut autonomes, on les souhaite autonomes, ils se veulent autonomes, ils demandent d'être autonomes. Être autonome, ça veut dire ça, assumer une certaine part de responsabilité. Et cette responsabilité-là touche la motivation. Donc, c'est un acteur incontournable et je pense que les enseignants devraient, dans leur classe, dire aux étudiants, vous avez une part, pas complète, mais vous avez une part de responsabilité face à votre propre motivation. Il y a aussi les membres de la direction de l'établissement. J'en ai deux importants devant moi, là, mais je pense que dans certains établissements chez nous, au Québec, les grands chefs délèguent la responsabilité tout entière aux profs en disant « Allez, motiver nos étudiants, c'est important. On a des baisses de clientèle. Nous, on est toujours préoccupés par la clientèle. On veut avoir les meilleurs étudiants. Allez-y, c'est vous les responsables. » C'est vrai que les profs sont responsables, mais eux aussi ont une part à jouer. Indirecte, mais ils ont une part de responsabilité. Je pense qu'il ne faut pas se le cacher. Vous savez, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que notre recteur et nos vice-recteurs, lorsqu'ils nous ont demandé de faire une immense enquête qui a coûté des sous, qui a coûté du temps, des énergies, je trouvais que c'était un geste qui nous démontrait qu'ils étaient sensibles à la préoccupation des étudiants. Et eux autres, pour eux, c'est-à-dire plus on aura de l'information, plus on sera capable de se retourner envers nos enseignants et de leur donner des informations qui pourront leur aider dans leur classe. Et on peut parler de nos politiciens, de vos politiciens, ceux qui émettent les lois, ceux qui mettent les règles, les règlements.
Là, je sais qu'il se passe des choses là, avec le mercredi matin, vos programmes là, au niveau primaire, je crois, au niveau secondaire, là, les débats là, dans le journal Le Monde. Là, alors, on voit que les politiciens ont un rôle à jouer. Encore là, indirectement, mais ils ont un rôle à jouer. Et enfin, il ne faut pas les oublier, c'est vrai que c'est les jeunes adultes, les étudiants qui sont à l'université. Mais je crois, moi, que les parents ont encore un certain rôle à jouer. Et souvent, encore là, chez nous, au Québec du moins, les parents disent « c'est le prof ». Si ça va bien, c'est le prof. Si ça va mal, c'est le prof. Il y a une déresponsabilisation qui, je trouve, qui est peut-être un peu trop forte. Alors, moi, je dis aux profs, oui, vous avez une responsabilité, mais oui, c'est une responsabilité partagée. Alors, oui, il faut intervenir, oui, vous avez une responsabilité, mais vous n'êtes pas les seuls. Maintenant, voilà. J'ai deux schémas à vous présenter. On parle d'un cadre de référence. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait se donner un cadre de référence. Ne vous en faites pas, on n'en a pas pour des heures. Mais j'ai deux schémas, deux diagrammes. Je pense qu'on va facilement, à travers ces deux diagrammes-là, résumer très bien ce qui va nous aider par la suite à intervenir dans les classes. Le premier, c'est celui-ci. Lorsqu'on fait des recherches, puis j'en ai fait depuis 25-30 ans, puis on est à la recherche des facteurs qui agissent sur la motivation des étudiants, on s'aperçoit qu'il y a une foule de facteurs. Et je pense que le terme n'est pas trop fort. On a une foule de facteurs, à un point tel où on a senti le besoin, les chercheurs, de les regrouper sous forme de catégories pour mieux les voir. Et actuellement, on s'entend pas mal pour dire qu'il y a 4 grandes catégories de facteurs qui viennent influer sur la dynamique motivationnelle des étudiants. Il y a d'abord des facteurs relatifs à l'étudiant lui-même. Alors, on parle de son environnement familial, on parle de facteurs comme, vous savez, au Québec, les étudiants travaillent beaucoup. On appelle ça du travail d'appoint. Alors, ils viennent à nos cours, mais ils vont passer 15, des fois 20 heures à travailler chez McDo pour être capables de se payer une voiture, des voyages dans le sud, d'aller faire du ski. Mais c'est un facteur qui, somme toute, peut paraître banal, mais important. Parce que moi, j'ai déjà retrouvé des étudiants, entre autres, je donnais mon cours à 8h30, et puis il y a un étudiant qui dormait. Puis c'était un cours sur la motivation, alors j'avais un problème moral. Et puis à un point tel où à un moment donné, j'étais là, j'ai dit « ça va pas et le cours n'est pas intéressant ». Il dit « non, ne vous en faites pas, M. Villot, c'est parce que je travaille toute la nuit ». Alors il travaillait, il préparait des choses, vous savez, des sandwichs pour que les gens qui puissent avoir des cafés, des sandwichs lorsque la journée démarre. J'ai dit « tu n'as pas des belles conditions, là, tu sais, c'est pas une bonne façon, à mon avis, d'aborder tes études ». Mais il dit, si je ne fais pas ça, je n'ai pas de sous et je ne serai pas capable d'entretenir ma voiture. Bon, c'est un choix, là. Mais ça n'est un facteur. C'est un exemple d'un facteur, mais il y en a une foule de facteurs qu'on pourrait mettre ici au-dessous de facteurs relatifs à l'étudiant. Il y a des facteurs relatifs à la société. Je racontais qu'à Grenoble, justement, lorsque j'ai donné ma conférence, que j'ai eu la chance, moi, de faire une partie de mes études aux États-Unis. J'ai eu la chance de faire une partie de mes études ici, en France, à l'Université de Poitiers, il y a longtemps, et puis bien sûr au Québec. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est incroyable à quel point, au plan de la culture et des valeurs, nous, les 3 sociétés dont je viens de vous parler, nous avons des valeurs et des cultures très différentes. Par exemple, je trouve, mais c'est personnel, vous allez me dire, mais en Californie du Sud, où j'étais, moi, on valorise beaucoup la scolarisation. Mais j'ai l'impression personnelle qu'on valorise moins l'éducation en général, la culture en général, que dans d'autres pays comme ici ou comme chez nous. On valorise beaucoup la scolarisation. Les universités sont très performantes, très chères aussi, c'est très cher pour y aller. Mais c'est la scolarisation, la diplomation qui me semble être une valeur profonde chez l'Américain. Peut-être que je me trompe, mais quand même, c'est juste pour vous dire qu'il y a des facteurs, et indirectement, vous allez me dire, c'est vrai que c'est indirect, mais ça vient jouer sur la dynamique motivationnelle. Le taux d'emploi dans une société. Je pense que je lisais dans le journal Le Monde qu'en Espagne, le taux de chômage chez les jeunes tourne dans les environs de 25 %.
c'est pas très motivant lorsque vous êtes à l'université puis vous dites, bon, ben, peut-être que j'aurai même pas d'emploi dans le domaine dans lequel j'étudie. Alors, ça joue inévitablement sur votre motivation. Alors, c'en est un autre facteur relatif à la société. Alors, il y a des facteurs relatifs à l'établissement. On a dit tout à l'heure que les directions d'établissement ont un rôle important à jouer. Alors, de par la réglementation, de par le projet qu'ils se donnent, de par l'importance qu'ils vont donner. Je me souviens, chez nous à l'université, on parle beaucoup, et au niveau du vice-rectorat, on parle beaucoup de l'autonomie des étudiants. Alors, c'est dans la charte quasiment de l'université de rendre les étudiants de plus en plus autonomes. Remarquez que je ne sais pas trop ce qu'ils font pour le faire, mais c'est marqué, c'est écrit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais toutes ces préoccupations face à l'apprentissage, face à l'éducation, face aux objectifs pédagogiques qu'un établissement se donne, face à la programmation, au cursus, ce sont des facteurs qui viennent jouer sur la dynamique motivationnelle d'un étudiant dans la classe même. Mais, et surtout, et pour nous, enseignants, une chance, il y a aussi des facteurs relatifs à la classe. Alors, pourquoi c'est si important? Mais c'est parce que ce sont effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, les facteurs sur lesquels nous avons, nous, enseignants, du pouvoir, du contrôle. Nous allons les voir en détail, un petit peu plus en détail, ces facteurs tout à l'heure, mais ce sont là les facteurs les plus, pour beaucoup d'étudiants, peut-être les plus importants. Alors, avant de quitter la diapo, juste pour vous faire remarquer qu'il existe plusieurs facteurs et il y a des facteurs sur lesquels les enseignants ont peu ou pas de contrôle même. Et par contre, il y a des facteurs, les facteurs relatifs à la classe, où là, ils ont du contrôle. Et nous allons les examiner davantage parce qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire au regard de ces facteurs-là. Mais avant de retourner à ces facteurs, je pense qu'il est important de vraiment faire un genre de zoom-in ou de regarder au microscope, mais en quoi ça consiste, cette dynamique motivationnelle de l'étudiant. Vous savez, la motivation, c'est chacun d'entre nous, nous avons une motivation. C'est entre nos deux oreilles. Vous êtes motivé ou pas, ou peu, ou peut-être beaucoup ce soir, chacun d'entre vous. C'est très variable. C'est la même chose en classe. Vous vous retrouvez devant un groupe de 30, 40, moi j'en avais 75 dans mes classes. Et je savais que j'avais 75 dynamiques motivationnelles. Et dépendant de l'étudiant, des fois ça pouvait être vraiment une dynamique vraiment élevée et des fois c'était faible. Alors je pense que si on veut agir et vraiment utiliser nos fameuses portes d'entrée qui sont nos facteurs, pour agir sur la dynamique motivationnelle qui, elle, est vraiment interne, elle est propre à chacun d'entre nous, il faut voir en quoi ça consiste, cette dynamique-là. Alors, si vous voulez bien, en quelques minutes, on va faire un genre de zoom-in, puis on va aller voir en quoi ça consiste. Et c'est mon deuxième schéma. Alors, la dynamique motivationnelle, j'appelle ça dynamique parce que, vous savez, la motivation, et je pense que je ne vous apprends rien, c'est variable. Des fois, on est motivé, très motivé même. Des fois, on l'est beaucoup moins, pour 1001 raisons. Alors, c'est pour ça que je préfère beaucoup plus utiliser le terme dynamique, qui me paraît plus dynamique, c'est le cas, motivationnel que motivation, tout simplement. Mais c'est somme toute la même chose. Alors, le schéma que je vais vous présenter, c'est en fonction des activités pédagogiques que le prof propose dans sa classe. Alors, les activités pédagogiques, c'en est un facteur dont je viens de vous parler relatif à la classe. Vous allez voir tout à l'heure, il y en a 5. Parmi les 5, il y a les activités pédagogiques. Et c'est un incontournable. Regardez bien, un enseignement, c'est fait que d'activités pédagogiques en classe. Lorsqu'un prof donne un exposé, lorsqu'un prof demande à ses étudiants de faire des exercices, lorsqu'un prof demande de faire une simulation, une étude de cas, un projet, des problèmes, ce sont toutes des activités pédagogiques. Et, en fin de compte, l'étudiant, face aux activités pédagogiques qu'un enseignant, son enseignant lui demande, sa motivation va dépendre de 3 sources.
la perception de la valeur qu'il va accorder à l'activité pédagogique que vous lui demandez de faire, il va se demander, est-ce important de faire ce que le prof me demande de faire? Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que c'est intéressant ce qu'il me demande de faire? S'il n'est pas capable de répondre oui, on peut avoir un problème de motivation. Et ça arrive assez souvent. Ça arrive entre autres au lycée. Combien de fois les étudiants nous disent, les élèves disent, c'est incroyable, ce que le prof nous demande de faire, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune utilité, c'est pour lui, je vais lui faire son travail, mais ça ne me donne absolument rien. Alors cet étudiant qui dit ça, c'est parce que sa perception de la valeur de ce qu'on lui demande de faire, elle est très faible. Et ça affecte inévitablement sa motivation. Alors ça, c'est une première source importante. Deuxième source, l'étudiant va se poser la question, face toujours à la même activité pédagogique que vous lui demandez, est-ce que je suis capable de la faire? Est-ce que je peux la réussir? C'est sûr qu'il ne vous le dira pas directement. Ils ont une certaine timidité, surtout envers leurs camarades. Mais on a vu souvent, puis ça, je n'ai pas le temps, mais j'aurais une série d'anecdotes d'étudiants qui, se sentant pas capables de faire ce que le professeur leur demandait, essayaient par tous les moyens de dérouter, de faire autre chose, de demander à leurs camarades de le faire à leur place, mais tout simplement parce que leur perception de compétence, elle était faible. Et même s'ils étaient bons, et ça arrive, ça, qu'un étudiant est capable de le faire, c'est sa perception qui est importante. Son comportement va être déterminé plus par sa perception que par la réalité, si vous voulez. Donc, la deuxième source, et celle-ci est encore aussi importante que la première, perception de sa compétence. Et vous savez, on est tous comme ça aussi. Devant de nouvelles tâches, lorsqu'on nous demande de faire des nouvelles actions, on est inconsciemment se dire, est-ce qu'on est capable? Alors imaginez lorsque nous, devant des étudiants, ils sont constamment en train d'être confrontés à de nouvelles actions, de nouvelles matières, de nouvelles tâches, ils sont constamment en train de se demander si oui ou non ils vont être en mesure de le faire. Donc, deuxième source, perception de compétences face aux activités pédagogiques qu'on demande de faire. Et en fin de compte, une troisième source, vous savez, on est devant des jeunes gens, des jeunes adultes. Et c'est des gens qui ont un besoin, ou du moins un sentiment d'autonomie. Ils désirent avoir une certaine autonomie, peut-être une indépendance si on utilise le terme indépendance, mais c'est des gens qui ils sont toujours en train de dire « on veut plus de liberté, laissez-nous quand même décider ». On est comme ça, nous autres aussi. Hein. Quand la direction, quand moi, mon doyen m'imposait des choses, je n'aimais pas ça. Moi, je trouvais que j'étais capable d'agir seul, à tort ou à raison. Mais moi aussi, j'avais un besoin de me sentir ou d'avoir un sentiment d'autonomie, un sentiment de liberté. Alors, en termes de motivation, on parle de perception de contrôlabilité. On se demande, est-ce que j'ai mon mot à dire dans l'activité pédagogique que le prof me demande? On va en prendre un exemple. Lorsque je donne un exposé, un peu comme ce soir, c'en est une activité pédagogique. Est-ce que les étudiants ont une perception de contrôlabilité? Il faut se poser la question des fois. Donc, c'est la troisième source principale de la dynamique motivationnelle. Est-ce qu'il existe d'autres sources? Bien sûr qu'il existe d'autres sources. C'est compliqué, la motivation. Mais selon l'état de la recherche actuelle, peut-être que ça changera dans 10 ans, mais on est porté à penser que les trois sources principales, celles qui ont le plus de poids, c'est la perception de la valeur, la perception de la compétence et bien sûr la perception de contrôlabilité. Si ces trois perceptions sont élevées, si je me retrouve devant un étudiant qui considère que ce que je lui propose, moi, le prof, il me dit « Ah, c'est important ce qu'on me propose, c'est utile, c'est intéressant ». Si je considère que oui, je suis capable, ce ne sera pas facile, mais je suis capable. Et si j'ai un sentiment que
j'ai mon mot à dire, j'ai des choix à faire, il y a des bonnes chances que ma motivation soit élevée. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, une motivation élevée en situation scolaire? Bien, ça veut dire ça. Ça veut dire qu'un étudiant qui a une motivation élevée, c'est un étudiant qui va s'engager et qui va persévérer. S'engager, c'est être concentré, être attentif, être à l'écoute. On le sent, on le voit, nous les profs qui sommes en avant, on les voit, les étudiants qui sont là. C'est des étudiants qui vont utiliser des stratégies qu'on appelle de haut niveau, qui vont s'inscrire dans la résolution de problèmes, qui ne se limiteront pas seulement qu'à mémoriser les choses, mais qui vont vraiment travailler les idées, qui vont poser des questions, qui vont essayer peut-être de trouver par d'autres façons des réponses aux questions que vous leur posez. Ça, ce sont des étudiants engagés. Les étudiants qui persévèrent, c'est des étudiants qui ne lâchent pas dès le premier obstacle. C'est des étudiants qui vont consacrer du temps à leurs études. Consacrer du temps, ce n'est pas suffisant, il faut s'engager. Moi, j'ai vu des étudiants venir me voir et dire « Hey, Monsieur Viau, j'ai tellement travaillé fort hier. » Puis je leur disais « Est-ce que tu as bien travaillé? » Ça ne donne rien de travailler des heures et des heures si tu étais avec des écouteurs, puis tu écoutais ton iPod, et puis que tu avais ta petite copine à côté, puis tu as peut-être passé des heures à la bibliothèque, mais tu ne t'étais pas engagé. Alors, c'est pour ça qu'il faut les deux. Et un étudiant motivé à apprendre, c'est un étudiant qui va, en plus de persévérer, il va s'engager. Et ça, c'est important. Et qu'est-ce que ça donne, l'engagement et la persévérance? Bien, ça donne l'apprentissage significatif. On apprend et généralement, on réussit. Je dis généralement, il y a des petits cas d'exception, mais la recherche démontre clairement qu'un étudiant qui s'engage réellement, qui persévère réellement, c'est un étudiant qui apprend et qui réussit. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, et la flèche est importante, plus on va réussir, plus on va apprendre, plus nos fameuses sources de motivation vont augmenter. Alors, on va trouver encore plus valorisant ce qu'on nous propose. On va se sentir davantage compétent. On va se sentir davantage maître de notre apprentissage. Et plus on va s'engager, plus on va persévérer et on appelle la roue tourne du bon côté. C'est une dynamique motivationnelle fonctionnelle. C'est de cette dynamique qu'on rêve, nous, les profs. On aimerait ça que tous nos étudiants soient comme ça. Cependant, du moment qu'une source ici qui est à l'état 0, ce qui est très rare quand même, mais du moment qu'il y a une source qui est très faible, ou 2, ou toutes les 3 sources, bien, dommage, mais il y a peu d'engagement. On fait du surfing qu'on appelle, on y va, on appelle ça le principe minimax, le minimum d'efforts pour le maximum de points. On fait le strict minimum. Que voulez-vous, monsieur? On va vous le donner sans plus. Ce n'est pas un engagement, ça. Mais les étudiants qui sont démotivés vont être ici le strict et minimum, moindre obstacle, moindre échec, ils vont abandonner. Ils vont laisser travailler l'équipe. Ils vont demander à leurs collègues de faire le travail pour eux. L'apprentissage ne sera pas au rendez-vous. Ce sera plus des échecs que des réussites. Et la flèche est encore là. Hein? Cette fois-ci, par contre, ça va baisser. Moins on va trouver utile et important ce que le prof nous demande, moins on va se sentir capable. Puis on va toujours en train de dire, mais c'est ça, le prof décide de tout, on n'a rien à dire, c'est comme ça. Et là, la roue tourne du mauvais côté. Et on parle de dynamique motivationnelle dysfonctionnelle. Alors, c'est important de savoir ça. Pourquoi? Parce que les facteurs dont on va y arriver, là, les facteurs sur lesquels on a du pouvoir, il va falloir essayer le plus possible, réalistement, j'en conviens, essayer d'influencer ces 3 sources de motivation. Essayer de faire en sorte que les activités pédagogiques qu'on propose à nos étudiants
que ces activités-là viennent favoriser une perception de la valeur, que l'étudiant dise « Ah, ça va être intéressant, puis ça va m'être utile ». On va demander que les activités puissent donner l'impression à l'étudiant qu'il est capable de réussir, et aussi une perception de contrôlabilité, que l'étudiant ait un sentiment d'un certain niveau d'autonomie ou de liberté dans ses activités d'apprentissage. Ce sera le but ultime pour en arriver à avoir des dynamiques motivationnelles vraiment positives. Alors ça, c'était mon deuxième schéma. Ça, c'est mon cadre de référence. Alors revenons au premier. Vous vous souvenez, c'est le premier schéma. On vient d'examiner en détail, on a gratté un petit peu, on a regardé au microscope en quoi consistait la dynamique en chacun d'entre nous. Revenons maintenant à nos facteurs externes parce que ce sont les facteurs sur lesquels les enseignants ont du pouvoir. Puis examinons quels sont les facteurs qui sont susceptibles d'avoir du pouvoir sur la dynamique motivationnelle des étudiants. Alors, selon encore là l'état de la recherche, il y aurait 5 facteurs. Il y en a plusieurs autres. Dans un enseignement, on pourrait en lister 7, 8, 10, 15 facteurs. Mais les 5 facteurs qui touchent le plus, qui influent le plus sur la dynamique motivationnelle des étudiants, selon actuellement l'état de la recherche, premièrement, les activités pédagogiques. J'en parle depuis tout à l'heure et on va terminer la conférence avec ça. Les activités pédagogiques que le professeur et l'enseignant proposent à ses étudiants, oui, c'est un facteur essentiel. On n'y échappe pas. Vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est que la recherche a fait de grands pas de ce côté-là et on les connaît, les conditions motivationnelles pour qu'une activité pédagogique soit motivante plus que démotivante. Le deuxième, évaluation. Vous savez, toutes les pratiques évaluatives d'un enseignant, puis ça, je pense que je ne vous apprends rien, ça peut vous démotiver les étudiants, ça, comme ça peut, dans certains cas, les motiver. Quand je parle de pratiques évaluatives, je parle des objets d'évaluation. Les examens, les travaux, les TP, on appelle ça les TP chez nous, les travaux pratiques. Ce sont tous des objets d'évaluation. On parle aussi des critères d'évaluation. Alors nous autres, à l'université, on est obligé de présenter le plan du cours, détaillé même. Et dans le plan du cours, on est obligé de nommer les objets d'évaluation sur lesquels nous allons évaluer les étudiants, mais aussi même les critères sur lesquels nous allons évaluer. Et ils veulent qu'on ait aussi précis que ça, parce qu'ils veulent que le plan de cours, on appelle ça un plan de cours, ça soit le contrat entre le prof et les étudiants. Alors, ces fameuses pratiques évaluatives, le nombre d'objets, l'évaluation, la difficulté, la facilité, ça vient influencer de façon assez directe la dynamique motivationnelle des étudiants. Ça, c'est le deuxième facteur. Le troisième, encore là, je pense que je ne vous apprends rien, l'enseignant lui-même. Le prof lui-même, de par sa qualité de communiquer, de par, pour certains, leur charisme à parler, à discuter, de par aussi leur relation de reconnaissance envers leurs étudiants, le respect qu'ils ont envers leurs étudiants. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. On a pu observer des professeurs seulement examiner les comportements, puis par la suite, on s'est retourné envers leurs étudiants, puis on a vu que chez certains profs, ils stimulaient leurs étudiants, mais certains profs, de par des remarques, de par la façon qu'ils ont de se comporter devant leurs étudiants, provoquaient beaucoup plus de démotivation que de motivation. Donc, le prof lui-même, l'enseignant, est un facteur très important. Il n'est pas le seul. Parce que dans tous les ateliers que j'ai donnés, et même ceux que j'ai donnés à Chambéry hier, les professeurs que j'avais devant moi, quand je leur disais quel est, à votre avis, le facteur le plus important, la très grande majorité m'ont dit « mais c'est le prof, c'est l'enseignant, c'est nous ». Moi, j'ai dit « en partie, vous avez raison, mais vous en mettez du poids sur les épaules. Si vous dites que c'est vous qui êtes le principal facteur, d'accord, mais beaucoup de boulot, hein? » Alors moi,
je suis porté à dire, c'est vrai que vous avez un rôle très important. Ça, c'est incontournable. Mais penser à d'autres facteurs, c'est aussi une chose intéressante parce que les activités pédagogiques, entre autres, ça vient influencer la dynamique motivationnelle. Et le quatrième, c'est le climat de classe. Alors, je viens de vous parler de la relation professeur-étudiant, mais entre les étudiants, lorsqu'on leur demande de travailler en équipe, en duo, sur une base individuelle, en laboratoire, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande de collaborer entre eux. Alors, ce climat de classe, il y a des profs qui réussissent à créer un climat de classe entre les étudiants hors pair, excellent, qui dynamise, et non pas dynamité, mais dynamise sa classe. Alors qu'il y a des profs qui, au contraire, sont portés à créer des climats de classe un peu anxiogènes. J'ai un prof en tête là, qui enseignait à l'école d'ingénierie et lui, il créait beaucoup de compétition entre les étudiants. Puis, il y avait une théorie, il disait, c'est la théorie du coup de poing, Roland. Il dit, je donne des coups de poing à tout le monde, puis celui qui se relève, ça va devenir un bon ingénieur. Alors, puis il en mettait de la compétition, ses examens étaient durs, puis lui était dur. Alors, je te portais à lui dire, je vais être d'accord avec vous à une condition, c'est que vous me promettiez que ceux qui se relèvent, ce seront les meilleurs ingénieurs, et ceux qui ne se relèvent pas de tout votre climat de classe, ça aurait été des très mauvais ingénieurs. Est-ce que vous êtes capable de me l'assurer? Il hésitait. Et c'est ça qui est dommage, parce que peut-être que de par le climat de classe qu'il créait, il y avait des étudiants qui ne se relevaient pas, mais qui auraient pu devenir des bons ingénieurs. Et ça, c'est important. Et enfin, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais récompense, sanction. Alors, il y en a, c'est peut-être moins important qu'au primaire, qu'au collège et au lycée, mais à l'université, il y a encore des systèmes d'émulation qu'on appelle aussi, ou des systèmes, des mesures incitatives pour inciter les étudiants à être motivés, à travailler davantage. Alors, c'est un autre facteur. Peut-être dans certaines classes, c'est moins important, mais dans certaines classes, ça l'est. Et c'est aussi un facteur qui est considéré comme un facteur important. Alors, nous avons ici nos 5 facteurs qui, selon l'état de la recherche, nous dit que ce sont les facteurs les plus importants. En principe, un professeur qui souhaiterait influencer de façon positive la dynamique motivationnelle de ses étudiants devrait avoir comme projet de faire en sorte que ces 5 facteurs-là soient favorables à la motivation, qu'elles ne viennent pas nuire à la motivation des étudiants, que son évaluation, par exemple, ne soit pas un facteur démotivant. Moi, j'ai surtout travaillé sur les activités pédagogiques. Et j'aimerais terminer la conférence avec ça parce que on pourrait passer tous les autres facteurs, mais on aurait pour la soirée, la nuit. Surtout l'évaluation, on aurait un débat, j'en suis persuadé, parce qu'on a des prises de position tellement différentes par rapport à l'évaluation lorsqu'on commence à tranquillement examiner ça en détail. Mais on ne le fera pas, ne vous en faites pas. Mais j'aimerais terminer avec les activités pédagogiques. Alors, comment, moi, professeur, je peux faire en sorte que les activités pédagogiques que je propose à mes étudiants puissent favoriser leur dynamique motivationnelle? Alors, encore là, une fois, on a des pistes de recherche. Alors, la première chose à se dire, c'est que les activités pédagogiques, on les distingue, il y a 2 types d'activités pédagogiques. Vous allez voir pourquoi il est important de les distinguer. D'abord, il y a des activités pédagogiques qu'on va appeler des activités d'apprentissage. Pourquoi les appeler les activités d'apprentissage? Parce que c'est des activités dans lesquelles l'étudiant est l'acteur principal. Son rôle n'est plus de recevoir, n'est plus d'écouter, mais d'agir, d'appliquer, d'utiliser ce qu'on lui a communiqué ou ce qu'il a appris. Il est l'acteur principal. Des exemples, il y en a plein. Lorsqu'on demande à nos étudiants de faire des projets, ce sont les acteurs
principaux. Lorsqu'on leur demande de faire des exercices après les exposés. Lorsqu'on leur demande de faire de la résolution de problèmes. Vous savez, c'est un peu à la mode, là, on appelle l'APP, l'approche par problème. Alors, on donne des problèmes d'envergure aux étudiants et en équipe, ils doivent les résoudre. Alors, c'est très fort dans les écoles d'ingénierie, dans les facultés de médecine, entre autres. Les expérimentations en laboratoire, ce sont aussi des activités d'apprentissage. L'étude de cas, les études de cas qui sont une excellente activité d'apprentissage, etc., etc. Même les jeux pédagogiques, ce sont des activités d'apprentissage. Toujours pourquoi? Parce que l'étudiant est l'acteur principal. Est-ce que ça veut dire que le prof ne fait rien? Non, bien sûr. Mais il est le guide, il facilite, il propose, il suggère, il anime, mais ce sont ses étudiants qui travaillent principalement. Contrairement aux activités d'enseignement. Alors là, dans les activités d'enseignement, l'enseignant est l'acteur principal. Son rôle est de communiquer le plus clairement possible la matière à ses étudiants. Et le plus bel exemple, bien sûr, c'est l'exposé. C'est un peu ce que je fais depuis maintenant 1 heure. Un exposé, c'est une activité d'enseignement par excellence. Bien sûr que vous apprenez, bien sûr que vous écoutez, bien sûr que vous travaillez cognitivement, mais c'est moi qui dirige, qui contrôle, qui donne le débit, je suis l'acteur principal. Alors, pourquoi c'est si important de distinguer entre ces deux types d'activités pédagogiques? Je vais revenir à la recherche. C'est ça. Je vais revenir à la recherche que j'ai faite encore là à la faculté d'ingénierie à Sherbrooke. Et ce que nous leur avons demandé, on leur a demandé une foule de questions, mais on leur a demandé aussi quelle était leur perception. On se souvient, ce sont les 3 sources principales. Quelle était leur perception face au projet que leur prof leur demande de faire, face à la résolution de problèmes, parce qu'on les mettait devant des problèmes d'envergure, c'était très tendance, comme on dit, et aussi face aux exposés, c'est-à-dire face aux exposés qu'ils reçoivent de la part de leur prof. Alors, à chaque activité, alors ça, ce sont 2 activités d'apprentissage, et ça, c'est une activité d'enseignement, l'exposé. Alors, à chaque activité, nous leur avons demandé, est-ce que toi, tu penses que c'est utile lorsque le professeur te demande de faire des projets? Est-ce que les projets te sont utiles pour ta future carrière d'ingénieur? Est-ce que les projets qu'on te propose sont utiles? Et lorsque le professeur fait des exposés, est-ce que tu penses que ça va être utile? Et on a posé la question, perception de compétence, la même chose. Est-ce que tu crois que tu peux facilement réussir lorsqu'on te propose des projets et ainsi de suite? Et la même chose pour la perception de contrôlabilité. Alors, les résultats que cela a donné, c'est ça. Alors, c'était sur une moyenne de 5. Alors, voyez-vous que les projets, faculté d'ingénierie à Sherbrooke, je ne veux pas dire que tous les étudiants comme ça, mais si on pense en termes de contexte, pour eux, le projet était vraiment l'activité motivationnelle par excellence. Pourquoi? Parce que la perception de la valeur, elle était quand même très élevée. 4,26, c'est beaucoup. Donc, ils considéraient très utile lorsque leurs profs les mettaient en situation de projet. Par contre, lorsqu'on regarde l'utilité de l'exposé, on s'aperçoit que c'est le plus faible. On dit, ah, ces étudiants-là considèrent que oui, ils apprennent, oui, c'est utile, mais beaucoup moins que le projet, puis encore moins que la résolution de problèmes. Selon eux, selon leur perception. Est-ce qu'on aurait la même perception des profs? Je ne sais pas, mais... Même chose pour la compétence. Est-ce qu'ils se sentent capables? Oui, avec les projets. Encore là, plus haut que 4 sur 5, c'est quand même très fort. Moins, de façon significative, au plan statistique, par rapport aux exposés. Et perception de contrôlabilité, ah bien là,
un petit peu moins. Mais là, ici, là, vraiment, les exposés, on ne se sent vraiment pas au contrôle. On peut les comprendre aussi lorsque le professeur donne un exposé, comme je fais, durant 60 minutes, où les gens écoutent. Leur perception de contrôlabilité est assez faible. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, des résultats comme ça? Ça nous donne un point important, c'est de dire, face à chaque activité qu'un prof propose dans sa classe, il a affaire à des dynamiques motivationnelles internes différentes. Les étudiants ne réagissent pas au plan motivationnel de façon différente. C'est différent. Ils ont une dynamique motivationnelle positive, même très positive par rapport à une activité, mais leur dynamique est différente, puis dans ce cas-ci, plus faible lorsqu'ils ont affaire à des exposés. Alors, c'était juste pour vous faire voir à quel point il est important de descendre jusqu'au niveau des activités et d'examiner comment les étudiants les perçoivent, ces activités-là. Parce qu'avec les profs, par la suite, lorsqu'on leur a présenté ces résultats-là, on leur a dit, OK, on voit que les exposés ne sont pas très, très motivantes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis on dit, oui, justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ces professeurs-là nous disaient, vous savez, des fois, on n'y échappe pas, là. Il ne faut pas mettre un X sur... Est-ce que c'est coupé, hein? Ah, alors, je continue? Pas grave. Alors, devant les exposés, ils nous ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous autres, on ne veut pas laisser tomber les exposés, parce que dans certains cas... Ah, merci. Dans certains cas... Désolé. Non. Bon, alors je vais parler un petit peu plus fort. Dans certains cas, l'exposé est de mise. Il faut faire des exposés. Moi, je suis d'accord avec eux. Alors, c'est là qu'on arrive à la dernière partie de la conférence. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on propose des activités d'enseignement, comme les exposés aux étudiants, et qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on propose des activités d'apprentissage? Alors, je termine un peu là-dessus. Encore là, lorsqu'on fait une recension des écrits, lorsqu'on regarde tous les chercheurs qui ont travaillé sur les exposés et sur les activités d'apprentissage, on s'aperçoit pour les exposés, on prend les exposés seulement, donc les activités d'enseignement, on connaît des techniques qui suscitent la motivation des étudiants. Ça ne veut pas dire que tous vos étudiants vont vous applaudir, vont se lever sur les chaises quand vous allez finir votre exposé. Oubliez ça, vous n'êtes pas Céline Dion, mais moi non plus d'ailleurs. Mais on peut utiliser des techniques qui peuvent nous être efficaces. Et ce qui est important, c'est de se dire, parce que j'ai demandé à des enseignants comme vous de dire, est-ce que vous utilisez ces techniques-là lorsque vous donnez des exposés? Est-ce que vos exposés sont organisés, structurés de telle sorte que ils sont composés de ces techniques-là? Ils ont dit oui, on utilise ça. Et là, ma deuxième question, c'est est-ce que vous les utilisez régulièrement et fréquemment? Hop, là, les réponses, ce n'était pas tout à fait ça. Ils ont dit parfois oui, mais des fois, vous savez, on oublie. Des fois, on n'a pas le temps. Et là, ça y est, les raisons, les excuses sortaient plus. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce sont des bonnes techniques. Et lorsqu'on donne des exposés, il faudrait les utiliser de façon régulière et de façon les plus régulière possible, c'est-à-dire souvent. Et là, nous aurions effectivement des activités qui susciteraient la motivation, ou du moins ne nuiraient pas à la motivation des étudiants. Et c'est déjà beaucoup. Alors, rapidement, présenter un plan au début, comme j'ai un peu fait au début en vous présentant les objectifs, les questions. Introduire par des questions, des anecdotes, ou débuter par soumettre un problème. Dire aux étudiants, allez-y, avant que je vous expose un problème, je vais vous en poser un problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, de tout de suite les mettre en action. Perception de contrôlabilité, etc. Il y en a 14-15, je crois. Utiliser des schémas pour donner une vision globale des concepts enseignés. C'est inévitable. Moi, j'ai mes deux piliers, mes deux schémas qui, pour moi, c'est le cœur de mes conférences.
Et je pense qu'avec ça, on est capable non pas de voir seulement que les concepts, mais la relation entre les concepts. Donc, ces schémas-là sont importants pour les étudiants aussi. Donner des exemples basés sur les intérêts des étudiants. Et ce n'est pas si facile que ça, parce que souvent, on a un certain âge, puis on se retrouve devant des jeunes, puis dire quel exemple que je peux leur donner qui les touche, eux, pas moi, et qui pourrait vraiment illustrer ce que je viens de leur enseigner. Les questionner tout au long de l'exposé. On a utilisé à Grenoble, c'était intéressant, le télévoteur. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais ça permet aux gens dans la salle de voter sur des questions. C'est un peu un genre de référendum. On a utilisé ça par 2-3 fois. Alors, ça dynamise le groupe. Le groupe se sent un peu plus concerné. Mais on peut le faire de vive voix comme ça, puis dire, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur, madame? Et vous, là-bas? Quelle question vous pensez que votre collègue à côté de vous n'ose pas parler parce qu'il est timide? Alors, des choses comme ça pour essayer d'aller chercher l'information de la part des gens. Surtout lorsqu'on se retrouve devant un grand groupe comme vous. Moi, j'en avais 60, 75 dans ma classe, mais en Belgique, entre autres, quand j'ai travaillé là-bas, il y avait des salles de 250. Mais ils trouvaient le moyen d'essayer de regrouper, de faire en sorte qu'effectivement, les gens participent. Ce n'est pas facile, j'en conviens, mais c'est possible. Et à la fin, ça c'est vraiment une erreur qui revient systématiquement, prendre le temps de faire un bref résumé de ce qui a été enseigné. Les profs vous disent « j'ai pas le temps ». Et c'est l'argument qui revient constamment. C'est vrai, mais il faut le prendre le temps. Alors, on les connaît. Lorsqu'on fait un exposé, le etc. est important parce que je n'ai pas tout voulu les mettre, mais on les connaît. Et quand je travaille avec des profs dans des ateliers, on a des grilles. Alors, des grilles où je demande aux enseignants qui sont en face de moi, vous donnez des exposés? Voici une grille, puis on va réfléchir sur vos exposés. Et on va voir quelles sont effectivement les techniques que vous utilisez fréquemment et qu'il faut absolument continuer à utiliser, mais aussi quelles sont les techniques qui devraient être utilisées davantage. Alors, c'est une grille, un outil de travail intéressant. Ça, c'est pour les activités d'enseignement. Je me répète, mais je pense que c'est important. Lorsqu'on donne des exposés, on les connaît, les techniques qu'on n'utilise peut-être pas, mais qu'on devrait utiliser pour rendre, j'y reviens, les activités moins démotivantes qu'ils le sont aux yeux des étudiants. Et maintenant, les activités d'apprentissage. Bien, les activités d'apprentissage, on a au moins 10 conditions motivationnelles qu'elles devraient rencontrer si toutefois, et encore une fois, on veut que les étudiants se motivent. Alors, je ne ferai pas trop le tour, le temps passe, mais bien sûr qu'il faut que ça soit clair, signifiant. Est-ce que nos activités pédagogiques sont signifiantes aux yeux toujours des étudiants? À nos yeux, ils le sont toujours, mais il faut qu'ils le soient aux yeux des étudiants, bien sûr. L'authenticité, est-ce qu'on propose des activités qui sont susceptibles d'être des activités que les étudiants vont faire dans leur future profession? Et ça, à l'université, ils le souhaitent ardemment. On veut, nous, devenir des ingénieurs, des médecins, des enseignants. Proposez-nous des choses qui vont ressembler à ce qu'on va faire dans le futur. Ils veulent des activités le plus authentiques possible. J'ai des exemples encore là. J'ai travaillé avec un professeur d'ingénierie et Alexandre est un professeur de géologie. Il travaille sur les sols pour les grands barrages. Et puis, vous savez, ils font des examens de sol avant de commencer à construire. C'est tellement pesant. Alors, lui, il avait créé une simulation très intéressante où ses étudiants avaient même des rôles très importants. Et puis, ils devaient faire des études de sol. Et lui apportait, parce qu'il ne pouvait pas les sortir de sa classe, mais il apportait les données, les résultats bruts. Et après, les étudiants devaient se mettre en situation d'ingénieurs qui devaient donner leur point de vue sur la solidité des sols pour la construction d'un futur barrage. Alors, c'était bien construit, ça durait quelques semaines avec des tâches très précises, des rôles très précis.
Et c'était vraiment une activité authentique. Le défi, les étudiants, dans leur vie courante avec ces jeux, ces réseaux électroniques, ils ont tellement des défis à rencontrer. Est-ce qu'ils ont encore des défis à rencontrer dans nos classes? Est-ce qu'on ne peut pas aussi, à notre façon, leur proposer des défis à relever? C'en est une autre condition. Et ainsi de suite. Alors, le choix, la collaboration, créer de la collaboration plutôt que de la compétition, ou si on crée de la compétition, faire une compétition saine. Mais souvent, il y a de la compétition malsaine. Moi, j'ai déjà vu dans des facultés des étudiants, parce qu'ils étaient très compétitifs, aller à la bibliothèque puis cacher le manuel juste avant les examens pour pas que les autres étudiants puissent en profiter. Parce que s'il y avait de la compétition, plus tu avais des étudiants qui avaient des bonnes notes, moins tu avais la chance d'être un des meilleurs. C'est une compétition malsaine. Mais je sais qu'il y en a des bonnes compétitions, mais il y a des compétitions qui sont malsaines. Donc, mettre de l'énergie sur la collaboration, la diversité, proposer des activités diversifiées, des tâches diversifiées, et une durée réaliste, se dérouler sur une période de temps suffisante. Parce que si vous dites, bon, bien, il faut le faire très rapidement, désolé, mais le temps passe, allez, je ramasse les copies, ils vont vous dire, c'est pas sérieux, là, c'est pour le prof, on va y faire pour lui, mais c'est pas très utile, c'est pas très réaliste. Alors, on les connaît, les conditions. Est-ce qu'elles sont faciles à rencontrer? Pas vraiment. C'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est intéressant, lorsqu'on est en atelier, lorsqu'on est avec des profs qui désirent réfléchir, on prend des activités sur lesquelles ils ont beaucoup travaillé. Ils sont un peu déçus de la réception des étudiants. Puis là, on les examine à la lumière de ces 10 conditions. Et parfois, on commence à travailler, on dit « Ah, c'est vrai que ton activité, il y a peut-être une faiblesse sous cet aspect-là. Elle a des très bonnes qualités parce qu'elle rencontre les autres conditions, mais il y a certaines conditions qui auraient avantage à être améliorées. » Et là, on a des pistes d'entrée pour aider les professeurs à améliorer leur enseignement. Donc, en résumé, le temps passe. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qui s'est dit depuis maintenant une bonne heure et quart, 1h30? Premièrement, l'enseignant doit se considérer comme un acteur incontournable. Alors, au début de ma conférence, j'ai essayé de vous convaincre que vous avez un rôle à jouer, vous avez une responsabilité. Et moi, j'aimerais ça que les profs, les enseignants, se disent « Je vais tout faire ce qui est réalistement possible de faire. » Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Vous avez des contraintes, vous avez des obligations, vous avez des fois des classes trop grandes. Vraiment, il y a trop d'étudiants pour faire des choses. Donc, mais tout faire ce qui est réalistement de faire, moi, je trouve que c'est la première chose qu'on doit faire et c'est la première chose qu'on doit demander aux profs. Il doit favoriser, j'y reviens parce que je trouve ça important, favoriser le pouvoir et le vouloir apprendre des étudiants. On a travaillé ce soir seulement que le vouloir apprendre, la motivation, mais il ne faut pas oublier le pouvoir apprendre. Moi, il y a des profs qui viennent des fois à mes ateliers et me disent « Ah, j'ai tellement de problèmes de motivation dans ma classe. » Et quand on regarde les problèmes qu'il évoque, c'est souvent des problèmes de pouvoir apprendre. Je reprends l'exemple des stratégies d'apprentissage. C'est très populaire chez nous. On fait beaucoup de recherches pour savoir quelles sont toutes les stratégies d'apprentissage qu'un étudiant devrait utiliser, puis quelles sont les plus efficaces, pour pas qu'il se retrouve seulement devant la mémorisation, qui est une stratégie, entre autres. Alors, ça, c'est du pouvoir apprendre. Et je m'aperçois, moi, des fois, quand je discute avec des profs, que leurs étudiants, ils n'ont pas tous les outils d'apprentissage nécessaires pour vraiment apprendre ce que lui, le prof, désire leur faire apprendre. Il prend pour acquis que ses étudiants savent apprendre. C'est drôle, on est à l'université, je le sais, mais il ne faut pas prendre ça pour acquis.
Troisième, un enseignant ne peut pas être motivé pour l'étudiant, mais il peut lui aider. Je reviens, parce que j'ai eu, encore là, je vous ai parlé des étudiants, des profs qui ne se sentent pas responsables, mais j'ai aussi eu des profs qui se sentaient très responsables et qui prenaient sur leur dos leurs responsabilités, tous les problèmes de motivation de leur classe. Et moi, je pense qu'on ne peut pas être motivé pour les étudiants. Les étudiants ont une part de responsabilité. Ceci dit, on peut leur aider. On a des outils pour leur aider. Mais on ne peut pas être motivé pour eux. On n'a pas encore le médicament par excellence. On ne peut pas leur ouvrir le cerveau et avec un tournevis modifier quelque chose. Pas encore pour l'instant. Donc, on ne peut pas être motivé pour eux, mais on peut leur aider. Et comment leur aider? C'est les portes d'entrée. Il existe des activités que l'enseignant propose. J'en ai parlé beaucoup. Je vous ai dit qu'il y avait des conditions. On les avait, les techniques. Il s'agit de les utiliser. Je sais que des fois, ce n'est pas facile, mais il s'agit de les utiliser, on les connaît. Il y a les pratiques évaluatives dont on n'a pas parlé. Et ça susciterait vraiment une soirée entière. Il y a aussi des choses qu'on connaît et qu'on devrait faire pour les pratiques évaluatives. Comme une grande préoccupation dans nos facultés, chez nous, c'est encore marqué dans les projets des universités, c'est de favoriser la créativité. Alors, dans les écoles d'ingénierie, entre autres, des écoles de sciences, des écoles où on enseigne l'informatique, on souhaiterait que les étudiants soient plus créatifs, soient innovateurs, qui soient des Bill Gates. Mais on s'aperçoit, en tout cas, moi, quand j'ai une discussion avec les profs, je m'aperçois que les pratiques évaluatives que nous avons ne suscitent pas ça. C'est le terme anglais « risk avoidance ». L'étudiant ne se risquera pas s'il sait qu'il est évalué et s'il sait que l'évaluation, c'est ça qu'il va faire, qu'il va réussir ou non. Si on dit « allez-y, dites-moi une réponse », oh non, on va vous donner ce que vous voulez parce qu'on veut réussir. Donc, pas la motivation, mais la créativité est souvent mise de côté. À cause de quoi? Des pratiques évaluatives. Mais c'est un débat, je sais que ça suscite beaucoup de discussions lorsque nous en discutons. Le climat de la classe entre les étudiants. Est-ce que c'est un climat serein? Est-ce que les étudiants osent lever la main pour poser des questions? Est-ce que les étudiants sont capables de discuter entre eux plutôt? Est-ce que nous, professeurs, on est réceptifs? C'est ça le climat de la classe. Le professeur lui-même, ça je pense que vous le savez d'emblée, que vous êtes un facteur excessivement important. Et bien sûr, les systèmes, j'ai appelé tout à l'heure récompense-sanction, les systèmes d'incitatifs à l'apprentissage, que les professeurs mettent en place pour essayer de susciter davantage la motivation des étudiants. Là aussi, il aurait pu avoir un objet de discussion intéressant, mais on n'a pas le temps malheureusement. Alors, je termine. Il m'en reste un? Oui, excusez-moi. Somme toute, une activité pédagogique, puisqu'on a mis l'accent sur l'activité pédagogique ce soir, ça suscitera la motivation de la majorité. Je dis bien la majorité, il restera toujours des étudiants démotivés, parce que vous vous souvenez, il y a des facteurs sur lesquels vous n'avez pas de contrôle et qui jouent parfois. Donc, par contre, on peut penser que les activités pédagogiques, ce sera la majorité des étudiants si ceux-ci y voient une utilité à la réaliser. Pas facile, hein? C'est un défi parce que c'est pas facile de montrer l'utilité de ce qu'on demande des fois à nos étudiants. Se sentent capables de réussir, perception de compétences, et ont le sentiment d'avoir un certain contrôle sur son déroulement, perception de contrôlabilité. Pas un contrôle parfait. Il y a des professeurs qui se disent « Est-ce que tu veux dire que je dois laisser complètement libre ma classe? » Au contraire, ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, les étudiants n'aiment pas ça. Ils aiment être encadrés. Mais dans l'encadrement, dans les balises, d'avoir un certain sentiment de contrôlabilité, de liberté, d'autonomie, oui, ça, ils le souhaitent. Alors, si nos activités suscitent ça, on a des très, très bonnes chances que la majorité de nos étudiants soient plus motivés que démotivés. Et je termine avec
une personne que vous ne connaissez sûrement pas, qui a dit une chose intéressante. Il n'existe pas d'autre éducation intelligente que d'être soi-même un exemple. Et je reviens sur le professeur puisque c'est un facteur fondamental, et je reviens sur ma préoccupation de modèle, de personnes qu'on peut inspirer. Si on pouvait se voir comme ça, si on pouvait se voir comme des exemples à donner à nos étudiants, moi, je pense que déjà, on ferait un pas vraiment profitable vers la motivation des étudiants. Je vous remercie de votre attention. Voilà.